Salut, on se retrouve pour un petit gros point lecture même parce que j'ai pas mal de bouquins, j'ai pas mal lu en février et en mars aussi et que surtout j'ai traîné à vous faire mon petit retour sur mes dernières lectures. Donc ouais, j'en ai une petite dizaine là, des graphiques, des BD et des romans. Il y a un peu de tout. Dans l'ensemble, c'était bon. Il y a eu un ou deux flops. Il y a un graphique que je suis déçue de pas réussir à lire parce que j'en avais entendu parler et j'étais allée le chercher exprès dans ma médiathèque. Mais je sais pas, j'arrive pas à y arriver. Donc j'ai pas passé le stade des 4 premières pages parce que ça m'a un peu agressée. Je vais vous en parler tout de suite. Il s'agit de Moi ce que j'aime c'est les monstres de Émile Ferris. Alors c'est un beau livre, bon gros livre. J'en avais entendu parler sur plusieurs chaînes et je m'étais dit ouais c'est un graphique qui est très très riche, très très dense. Voilà, ça fait un peu gribouiller sur un... Enfin gribouiller, on s'entend. Dessiné sur des feuilles lignées comme ça. Je pensais que j'allais adorer. Et puis en fait, dès les premières pages... Hop, je vous montre, c'est la 2 ou 3e page, je sais plus. En fait, ces dessins, ils m'agressent vachement. Il y a un truc qui me met mal à l'aise. Je suis pas... C'est difficile à lire, je vous montre. C'est pas le genre de choses que je prends plaisir à lire. Donc, je vais passer mon tour, je pense. Je dois le rendre de toute façon, là, dans 2 jours. J'ai déjà renouvelé une fois, je crois. J'ai déjà prolongé une fois l'empreinte de tous mes bouquins de la médiathèque que j'ai emprunté il y a 2 mois maintenant. Et je peux pas prolonger une nouvelle fois. Donc là, de toute façon, j'aurai pas le temps de le lire avant de le rendre. Donc je vais le rendre. Je vais l'abandonner pour le moment et peut-être que j'y reviendrai. Mais c'est vraiment le genre de graphisme qui m'agresse et qui me font pas plaisir à voir. Donc tant pis. Je passe mon tour. Ensuite, on va rester dans les graphiques. Donc là, j'ai lu un roman graphique Millennium, pardon, oh là, il y a des reflets. Millennium, donc le tome 1, qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là, voilà, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Sachant que j'ai le roman, j'ai le tome 1 et 2, je crois. Je sais pas pourquoi il me fait peur ce roman, parce que déjà il est assez dense, et puis je sais pas, je m'imaginais un truc super compliqué, donc je me suis dit qu'en lisant la BD avant, c'est pas bien normalement, c'est mieux de faire l'inverse, mais je me suis dit qu'en lisant la BD avant, une fois que j'attaquerai le roman, je saurai un petit peu où je mets les pieds et j'aurai l'intrigue en tête, quoi. En général, bon, je préfère faire l'inverse. Mais pour ce truc-là, je me suis dit que je comprendrais mieux. Donc, je vais laisser passer un petit peu de temps entre le moment où j'aurai lu cette BD et le moment où je vais lire le roman. Donc, graphiquement, c'est chouette. J'aime bien. C'est pas forcément ce que je préfère, mais je trouve que ça fonctionne bien. Les visages sont assez caricaturaux, je trouve. La colorisation, elle est très chouette, j'aime bien. J'aime bien les couleurs. L'ambiance est bien installée, c'est très bien. Je peux pas vous dire si par rapport au roman, on colle bien ou si vraiment il y a des choses qui sont assez vite fait. J'en sais rien du tout vu que j'ai pas lu le roman, donc ça je peux pas vous le dire. Donc on a, donc dans cette histoire, on a, comment il s'appelle, Michael qui est écarté, évincé d'un magazine Millennium dans lequel il travaillait. Il est embauché par un riche homme d'affaires pour enquêter sur la disparition de son héritière qui a eu lieu une 40aine d'années plus tôt, je crois. Donc il va se mettre à enquêter là-dessus. Lui, en échange de cette enquête, il demande des informations sur les cartels financiers. Et dans cette mission-là, il va s'associer à... Bon, j'ai perdu son nom. Lisbeth Salander, c'est ça, qui est une pirate informatique, qui a un look punk, donc c'est elle qu'on voit là. Voilà, donc la BD m'a plu, il faudra vite que je lise le tome 2 et 3 et, avant d'oublier, parce que c'est vraiment le genre d'histoire que j'oublie, là vous voyez, j'ai un peu de mal à vous faire le résumé. C'est pas du tout ce que j'aime bien en fait, donc c'est pour ça que les romans, je suis pas sûre d'une de les lire et de deux apprécier si je les lis, c'est pour ça que j'ai préféré lire la BD. On verra les romans si je m'en sépare ou pas.
C'est le genre d'histoire dans... Je sais pas, mon cerveau se bloque. C'est le genre d'histoire dans laquelle je me perds et au final, je finis par... C'est comme les séries dans le même genre, c'est pareil. Je lâche le morceau, puis je regarde... c'est le genre de série où je regarde plus les décors et les personnages que vraiment l'intrigue. Et je me perds dans l'intrigue. L'intrigue se passe sans moi et je perds le fil. Et je demande à mon mari toutes les 5 minutes ce qui s'est passé parce que je comprends rien. C'est un peu le genre d'histoire qui me perdent. Donc je sais pas trop si les romans vont m'attirer plus que ça. On va rester dans les graphiques tant qu'on y est. Alors, j'ai lu une trilogie de BD. Voilà, le 1 il est là. Que je pensais avoir lu, et puis finalement j'avais confondu avec une autre BD. Donc en fait non, je ne l'avais pas lu. Donc c'est l'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé. Fabien Toulmé, décidément, je l'aime de plus en plus. Parce que je l'avais découvert avec sa BD qui s'appelait C'est pas toi que j'attendais, où il nous raconte la naissance de sa petite fille qui est trisomique, c'est ça. Et j'avais adoré cette BD là, c'est là où je vous avais dit que les livres me font rarement, me mettent rarement la petite boule au ventre et les larmes aux yeux. Bah celle-là elle avait réussi, il m'avait vraiment émue et je trouve qu'il il est assez fort pour ça, pour taper dans le mille, mais hyper simplement. Enfin, on a l'impression que c'est fait hyper simplement. Donc le graphisme, c'est un peu le même genre, hein, de toute façon. Donc toujours, c'est des graphismes assez simples, mais qui sont toujours très justes. Donc ça me plaît bien. Donc là, on va suivre Hakim qui, dans le tome 1, on suit Hakim qui fuit la Syrie et qui va en Turquie. Donc en fait, faut que je me remémore tout parce qu'il y a 3 tomes et c'est très dense. Hein. Donc dans le premier tome, donc au départ, il part donc de Syrie, il va en Jordanie, non au Liban d'abord, ensuite en Jordanie, ensuite en Turquie. Durant son périple là, il va rencontrer sa femme. Il va être hébergé chez des gens dont il va épouser la fille, très français ça. Et donc avec cette femme là, il va avoir un petit garçon qui s'appelle Adi et au bout d'un moment, sa femme avec ses parents arrive à fuir en France. Mais lui ne peut pas suivre, et leur garçon non plus. Donc il va commencer son périple avec son petit garçon. Et il va ensuite, dans le tome 2, on va le suivre où il va aller en Macédoine, puis au Liban. Il va passer ensuite juste à la frontière grecque. Une fois qu'il est arrivé en Grèce, on passe au tome 3. Et là, dans le tome 3, il passe de la Grèce, Macédoine, Serbie, Hongrie, Autriche, Suisse, France, Paris d'abord et après Aix-en-Provence. On suit donc tout le parcours d'Hakim pour arriver en France jusqu'à son installation définitive à Aix-en-Provence. On suit pas trop son intégration, mais un petit peu. On voit un petit peu ses débuts en France. Mais on voit toutes les galères en tout cas qu'il traverse avec son fils qui a 1 an et demi, 2 ans je crois, même pas. Et là où j'ai été un peu bluffée, et je sais pas si c'est vraiment la vraie version de l'histoire ou si vraiment ça a été occulté. Je trouve que son gamin, c'est dingue. En fait, j'ai l'impression qu'il a vachement géré son gamin, qu'il a été très fort, qu'il a été très... pour un petit tout de 1 an et demi, je trouve ça assez énorme ce qu'il a traversé. Et en tout cas, dans les BD, il n'est pas fait mention de difficultés qu'il rencontrerait avec son enfant, à part bon, quand il parle qu'ils ont froid, qu'ils ont faim, quand il a plus de couches, qu'il a plus de lait, mais il arrive toujours à en trouver. Et à aucun moment, il nous parle de son gamin qui lui en fait voir de toutes les couleurs, en plus des galères qu'il vit. Je me dis qu'à 1 an et demi, endurer tout ça, chapeau. Donc bien sûr, cet enfant, il a été marqué après, on nous dit dans le tome 3 à la fin que cet enfant-là, pendant quelques temps, après, il parlait à personne, ni aux adultes, ni aux enfants. Il avait du mal à se lier aux enfants en France. Et puis avec un suivi psychologique, petit à petit, ça allait mieux. Arrivé en France, Hakim, donc le papa, a eu un 2e enfant avec sa femme. Il a décidé de l'appeler Sébastien pour faciliter directement son intégration. Lui donner un prénom un peu plus français pour faciliter son intégration. Je vous invite franchement à lire cette trilogie-là, je l'ai trouvée géniale. Je crois que ça va être, je vais vous dire, mon coup de cœur de l'année en graphique 2021. Bon, 2021 commence à peine,
Mais vraiment, foncez, allez-y. Je suis un peu dégoûtée de devoir la rendre à la bibliothèque. C'est pas exclu qu'un jour je me l'achète pour pouvoir la lire et la relire, je pense. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre en graphique? Ah oui, j'en ai eu là. Alors celle-là, par contre, elle était vraiment géniale. Donc la saveur du printemps de... Attendez, j'ai la petite étiquette de la bibliothèque sur le nom, donc je ne l'ai plus. Alors, scénario de Kevin Panetta et dessin de Savannah Ganucheau. Et ça, j'ai adoré. Donc on a l'histoire de... j'ai perdu son nom, Harry, voilà. On a Harry, là, qui travaille... qui aide ses parents dans la boulangerie qu'ils ont, boulangerie-pâtisserie. Ce qu'il veut, c'est quitter cette boulangerie familiale pour aller vivre son rêve de tourner avec son groupe de musique. Mais son père, forcément, veut que lui, il reste à la boulangerie et qu'il prenne sa suite. Donc, au début, on part là-dessus. On part sur Harry, qui, lui, rêve que d'une chose, c'est de s'en aller. Et son père, qui, lui, veut qu'il reste là. Donc, ça se chamaille un petit peu à ce propos-là. Jusqu'au jour où Harry se dit, bah écoute, si moi je te trouve un remplaçant, est-ce que tu accepterais de me laisser partir? Donc, il fait passer des entretiens. Et il finit par trouver ce jeune homme-là qui convient parfaitement, qui est passionné de cuisine, qui est très très doué. Qui s'appelle, je ne sais plus, j'ai perdu son prénom, je sais plus, je me rappelle plus. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont finir par tomber amoureux l'un de l'autre, et c'est hyper doux, c'est... j'adore les... Alors là, pour le coup, les dessins, j'aime beaucoup. Et je trouve les personnages hyper attendrissants. Harry, il est hyper attendrissant, je les trouve tous, même les personnages secondaires, tous sont très... Ouais, c'est doux, ça fait du bien, je trouve. C'est une BD qui fait du bien. J'essaie de vous montrer des pages que j'avais vraiment aimées. Quand on voit les expressions d'Harry. Voilà, je trouve que les expressions sont bien travaillées. Ah oui, et puis chose super bien, à la fin du livre. Hop, on a des recettes. On a une recette à la fin du livre. Hop, une recette de petit pain au levain. Le petit pain qui fait le succès de la boulangerie. On a aussi des croquis de recherche à la fin. Hop. Des recherches graphiques à la fin. On a 2 pages comme ça. Et on a aussi une playlist parce que, comme Harry est un fan de musique, on a une playlist. Ah, Hector, voilà, il s'appelle Hector, ce deuxième jeune homme. Donc cette BD là, je vous la recommande vraiment, j'ai vraiment adoré. Ensuite, les romans. Donc j'en ai 6. Ouais, c'est ça. J'en ai 6 à vous montrer. Je prends dans le désordre. On va commencer par ce qui m'a moins plu. Ouais, non, même pas. Allez, on prend dans le désordre. Donc j'ai lu d'abord Hors de bois de Didier Van Covelert. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je pense que oui. Donc là, on a un homme qui un jour sort de l'hôpital parce qu'il est resté 3 jours dans le coma, je crois. Il arrive chez lui, et chez lui, il trouve porte close, et il trouve un autre homme que lui, chez lui, qui habite avec sa femme, qui porte son nom, mais c'est pas lui. Donc en fait, au début, il se dit, bon, il se demande s'il est fou, il se demande s'il y a usurpation d'identité, voilà, donc il enquête un petit peu, il essaie de prouver un peu à tout le monde que non, c'est bien lui le vrai, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai perdu moi les noms, hein, j'ai du mal. Donc il veut prouver un petit peu à tout le monde, que ce soit à la police, à son entourage, à une chauffeur de taxi qui l'aide aussi un peu dans sa petite enquête. À la fin, on a le fin mot de l'histoire, mais autant au début ça partait bien. Et arrivé à la fin, je me dis non, c'est pas vraiment le genre de fin que j'attendais. J'étais un peu déçue. C'était bien, ça partait bien, l'idée me plaisait bien, cette histoire soit le mec il a perdu la tête après le coma, soit il est amnésique complètement, soit il s'invente une personnalité qu'il a jamais eue. Alors on explore un petit peu toutes les pistes comme ça, jusqu'à le fin mot de l'histoire qui m'a laissé un petit peu perplexe. Testez si vous voulez, voilà, moi ça m'a pas convaincu plus que ça. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Ah oui, je vais vous parler de La fille du train, de Paula Hawkins. Alors là, j'ai adoré, j'ai adoré. Je savais qu'il était bien parce que j'en avais lu et vu beaucoup. Alors ça, c'est un livre que j'ai trouvé, je crois, chez Emmaüs. Il y a des taches d'encre, bon, c'est pas très grave.
Alors là, on a Rachel qui a divorcé, qui est alcoolique et qui a perdu son travail. Mais ça, elle ne le dit à personne. Elle continue de faire son trajet en train tous les jours pour aller à Londres, comme si elle allait travailler. Elle est hébergée par une de ses amies qui, elle aussi, croit qu'elle travaille toujours. Donc Rachel part le matin et Rachel rentre le soir. Et sur le trajet sur son trajet de train, elle passe tous les jours devant son ancienne maison, là où habite son ex-mari, qui a une nouvelle femme. Et avec cette nouvelle femme, il a un enfant. Voilà. Et les voisins de son ex-mari, pardon, ces voisins-là, donc c'est un couple, et la femme de ce couple-là disparaît du jour au lendemain. Et Rachel, elle a l'impression, elle croit, enfin elle est sûre, mais personne ne la croit, elle est sûre d'avoir vu cette femme-là avec son amant dans son jardin, parce que quand elle passe en train, elle voit le jardin des maisons, elle voit un peu tout ce qui s'y passe, ou elle s'invente un peu les choses, on ne sait pas si elle s'invente des choses ou si elle les voit vraiment. Donc elle va un peu mener son enquête, mais comme elle est alcoolique, personne ne la croit fiable, personne ne la croit tout court, que ce soit la police ou son ex-mari ou quoi, tout le monde la prend pour une folle qui fait un peu... qui se mêle de ce qui la regarde pas et qui fait un petit peu foutre sa merde aussi, il faut dire, et tout le monde pense que elle veut séparer son ex-mari d'avec sa nouvelle compagne, enfin voilà, personne ne croit Rachel. Jusqu'au jour où, petit à petit, on a des éléments qui se mettent en place, on comprend ce qui s'est passé. Donc on va suivre le point de vue de Rachel, le point de vue de Anna, c'est la nouvelle femme de son mari, de son ex-mari je crois. Voilà, on a plusieurs chapitres, on va suivre aussi donc la femme qui a disparu, qui s'appelle Megan, voilà. Donc c'est cette Megan qui a disparu. Donc en fait, quand elle passe en train devant la maison de son ex-mari et des voisins de son ex-mari, elle invente un peu la vie des gens qu'elle voit dans ces maisons-là. Donc elle invente que les voisins de son ex-mari s'appellent Jason et Jess. Elle invente une vie à Jason et Jess. Elle ne les connaît pas du tout, hein, mais elle invente une vie. On va essayer de démêler le vrai du faux entre ce qu'elle a pu apercevoir pour de vrai lorsqu'elle passait en train à côté de ces maisons-là, ou ce qu'elle aurait inventé. Voilà, même nous, on ne sait pas à un moment si c'est pas l'alcool, la surdose d'alcool dans son organisme qui lui joue des tours, ou si c'est le lendemain de cuite pendant ses gueules de bois, là où elle a comme des trous noirs tellement elle boit, donc elle sait plus ce qui s'est passé, on sait pas si elle est mêlée à l'affaire ou quoi, on ne sait pas. Même nous, on est perdus. Et jusqu'à la fin, on ne saura pas vraiment ce qui s'est passé, et je trouve que le suspense est hyper bien mené. Ça, c'est un livre que je vous conseille vraiment, et moi je pense que je lirai d'autres livres de Paul Hawkins, parce que celui-là m'a bien tenu en haleine. C'est pas le genre de livre, normalement, qui m'intéresse plus que ça. C'est pour ça que j'ai mis du temps à me décider à le lire. Et puis, comme je le voyais vraiment passer partout, et que j'en ai vu des échos très très bons, je me suis dit qu'il fallait que je tente, et je regrette pas du tout. J'ai lu ensuite La Tresse de Laetitia Colombani. Ça, c'est un petit livre qui se lit très très vite. Très vite. Là, on va suivre 3 femmes. Donc, on en a une qui est en Inde, qui s'appelle Smita. Smita, c'est une intouchable. Son métier, entre guillemets, qui l'a fait à peine vivre, hein, c'est de nettoyer les latrines des maisons environnantes. Donc, autant dire qu'elle a les pieds et les mains dans la merde. Voilà. Elle a une existence un peu misérable, et elle veut surtout que sa fille échappe à cette existence-là. Elle veut lui donner sa chance et qu'elle aille à l'école. Donc elle arrive à envoyer sa fille à l'école, sauf que ça se passe pas bien, dès les premiers jours ça se passe pas bien. Donc elle décide de fuir et d'emmener sa fille avec elle. Voilà, je vous en dis pas plus. Ensuite on a une deuxième femme, Sarah, qui est au Canada. Elle, c'est une avocate réputée dans un grand cabinet. Et puis un jour, elle apprend qu'elle a un cancer. Sachant que toute sa vie était centrée sur sa carrière, elle a pas d'autre vie à côté de son travail. En fait, elle a des enfants, donc elle mène sa vie de front. C'est une mère célibataire qui a des enfants, donc c'est un peu galère d'allier sa carrière avec ses enfants. Elle est tout le temps surmenée. Et un jour, voilà, elle apprend qu'elle a un cancer.
Et ensuite, on a la dernière femme qui est en Sicile, et c'est Giulia, qui elle travaille dans l'atelier de son père. L'entreprise de son père fabrique des perruques. Et le destin de ces trois femmes va se retrouver lié. Alors au début, on voit pas du tout comment ça va se retrouver lié. Moi je me disais au début, mais quel rapport entre chaque personne on a... Enfin moi j'ai mis un moment avant de comprendre, et puis hop, d'un coup, on comprend pourquoi. De quelle manière elles sont liées, et je trouve que c'est très bien mené. Au début, je me disais, bof, c'est un livre qui... Je ressentais pas spécialement d'émotion dans ce livre-là. Je trouvais ça un peu... Oui, la vie de Smita m'intéressait, la vie de Sarah m'insupportait, et celle de Giulia me laissait complètement de marbre, complètement indifférente. Et puis petit à petit, dans les dernières pages, on comprend comment les liens se tissent entre ces trois personnes-là. Et ben finalement, c'était un petit bijou. Voilà, contre toute attente, je vous dis ça parce qu'en général, les livres dont on parle beaucoup, et celui-là on en parle beaucoup, les livres dont on fait plein de louanges, moi je m'en méfie parce que j'en attends toujours trop, en tout cas plus que ce que j'arrive à avoir en le lisant, et du coup je me disais bon je vais le lire mais tu vas voir une chance sur deux que je sois déçue. Au début je partais un peu déçue et puis finalement ça s'est décanté et très bonne lecture. Ensuite j'ai lu Respire d'Anne-Sophie Bram. Là on parle d'amitié toxique, très toxique, qui finit plutôt mal. Je vais pas trop vous en raconter parce que comme c'est court, on va vite faire le tour sinon. Donc on parle de Charlène qui a 19 ans et qui a tué Sarah, son amie d'école. On va voir comment Charlène finit par tuer son amie, comment l'ambiance entre ces deux-là va crescendo dans le malsain, comment ça débute, à quel moment elle décide d'un coup que l'histoire va se terminer comme ça. C'est un petit livre coup de poing. Celui-là, je l'avais trouvé sur Vinted parce que je le voulais vraiment. Et je suis pas déçue. Celui-là, je pense que dans quelques temps, je le relirai parce que vous voyez, c'est très court, ça se lit très vite. Mais très bien. Ensuite, j'ai terminé, là, il y a 2-3 jours, Inséparable de Sarah Crossan, traduit par Clémentine Beauvais. Celui-là... je le voulais aussi, beaucoup, parce que le thème m'intéressait beaucoup. On parle de deux sœurs siamoises qui vont au lycée pour la première fois. En fait, avant, elles étaient scolarisées à la maison. Et là, elles vont sortir un petit peu de leur coquille. Je vous raconte pas la suite, je vous raconte pas du tout. D'ailleurs, on n'en parle pas. Là, tout ce qu'on nous dit, c'est qu'elles rentrent au lycée et du coup, elles vont commencer à se faire des amis et à se sociabiliser un petit peu. Donc c'est, comme tous les livres de Sarah Crossan, écrit en vers comme ça. Je vous cache pas que... comment vous dire ça? Je trouve pas que ce soit vraiment des vers. Alors peut-être que je dis des bêtises, hein. Les gens qui ont l'habitude de lire ce genre de trucs me diront, mais... moi je trouve que c'est des phrases normales qui sont coupées. Ça a rien de vers, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de mélodie des mots, il n'y a pas... J'ai lu un autre livre, moi, de Clémentine Beauvais, où je trouvais que ça dansait plus que ça. Là, pour moi, c'est des phrases qui auraient pu être écrites en prose normale, classique, mais là, je comprends pas l'intérêt d'avoir voulu faire ça sous forme de vers, parce qu'en fait, ça chante pas du tout. On aurait pu écrire ça à la suite, ça aurait eu le même impact, et ça aurait fait un petit livre. Et alors, c'est méchant hein, ce que je veux dire, mais ça me donne l'impression qu'on a voulu faire un gros livre, et puis du coup, on a étalé les mots. Je dis peut-être des grosses bêtises, mais c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. J'ai pas compris. J'ai pas compris du tout l'intérêt d'avoir découpé les phrases comme ça, parce que ça chante pas. Pour moi, il n'y a pas de musique, je suis peut-être passée à côté. L'histoire est très très bien par contre. L'histoire m'a beaucoup plu, mais la forme, je suis moins convaincue. Et là, ensuite, j'ai lu Rien de plus grand, de Malin Persson Giolito, pardon. Ce livre-là, alors celui-là c'est le plus ancien de tous ceux que je vous montre, faut que je me rappelle. Ah oui, ce livre-là, donc, nous parle du procès de Maya, c'est ça, Maya Norberg. Maya, elle s'est retrouvée mêlée à une fusillade qui a lieu dans son lycée, sauf que parmi les gens qui étaient présents là lors de la fusillade, elle est la seule survivante, et elle est surtout la survivante retrouvée avec une arme à la main.
Donc il se trouve qu'elle a tué le tueur, qu'elle était associée avec lui, enfin qu'on pense qu'elle était associée avec lui. Et pendant tout le long, donc, on est au procès et elle nous fait des flashbacks, voilà, elle nous raconte un petit peu ce qui s'est passé. Mais sans nous dire vraiment jusqu'à quel degré elle est mêlée. Elle ne nous le dévoile jamais, tout le long du livre. Donc tout le temps, nous, on se pose la question de savoir est-ce qu'elle a pris l'initiative avec le tueur d'aller faire ce massacre-là, ou est-ce qu'elle s'est retrouvée embarquée dans le truc malgré elle, ou est-ce que c'est elle qui tirait toutes les ficelles? Est-ce que, bah non, elle s'est retrouvée là au mauvais moment? On sait pas, en fait. On se pose la question tout le long. On sait pas si elle va être jugée coupable ou pas, aussi, tout le long. Le procès se tient, mais moi, jusqu'à la fin, je savais pas si elle allait être jugée coupable ou pas. Et on a le verdict vraiment à la fin, et petit à petit, tout se démêle, et on comprend comment elle s'est retrouvée embrigadée là-dedans. C'était un bon livre, un peu long. Il y a certains passages que j'ai passé un peu. Mais ça se lit quand même bien, c'est quand même assez fluide, je trouve. Et ouais, ça c'est une lecture qui m'a bien plu. C'est une façon d'aborder, parce que là, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même lu des trucs sur des tueries dans des lycées. Là, ça fait le 3e, je crois, je sais pas ce que j'ai avec ce... Voilà, le hasard a fait que je suis tombée dessus aussi. Et je trouve que de tous ceux que j'ai pu lire jusque-là sur ce thème-là, celui-là change un peu, parce que les autres, à chaque fois, on nous relate les événements comme ils se sont passés. Du point de vue du tueur ou pas, ou du point de vue des personnes qui assistaient à ce massacre. Là, c'est complètement différent. Je trouve que la forme n'a rien à voir, en fait. C'est, comme je vous dis, on est au moment du procès. Et Maya nous relate des événements, nous relate sa rencontre avec Sébastien, avec... d'autres personnes, sa relation avec d'autres personnes, et je trouve que c'est ouais, pas mal différent de tout ce que j'ai pu lire jusque-là, donc c'est... Rien que pour ça, ça sera intéressant d'aller jeter votre œil. Je crois que j'ai fait le tour, c'était pas mal, j'ai essayé de faire rapide, comme d'hab, hein. De toute façon j'aime pas trop m'étaler. J'espère que ces lectures vous auront donné envie, dites-moi en dessous, là, en commentaire, ce que vous avez lu durant ces 2 derniers mois presque. Donc voilà, racontez-moi en dessous ce que vous prévoyez de lire, racontez-moi ce que vous avez lu, et racontez-moi surtout si vous avez lu ce que je viens de vous montrer, ce que vous en avez pensé, ou si ça vous tente. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, et puis bye, bonne semaine!